La pluie était une chose physique. Un mur d'eau solide qui frappait le pare-brise. Les essuie-glaces menaient une bataille perdue d'avance. Leur claquement rythmait un battement de cœur frénétique contre le rugissement de la nuit ardéchoise. Je gardais les yeux fixés sur le ruban noir et luisant de la route des gorges. Mes mains crispées à 10h10 sur le volant. Je ne conduisais vers nulle part. Je fuyais. Simplement. La voiture semblait caverneuse. Vide. Le siège passager, là où elle aurait dû être, ne contenait rien d'autre qu'un petit écrin de velours bleu nuit. Mes doigts eurent un soubresaut. Je l'ai regardé. Sa surface sombre absorbant la faible lueur verte du tableau de bord. C'était un poison que je transportais depuis des heures. D'un mouvement lent et délibéré, je l'ai saisi. Le velours était doux. Un rappel cruel de choses plus tendres. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Une simple alliance en or. Un cercle parfait. Ininterrompu. Un mensonge. Mes jointures étaient blanches lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour abaisser la vitre du côté passager. La tempête a hurlé en s'engouffrant dans l'habitacle, fouettant mes cheveux et projetant une brume froide sur mon visage. Je n'ai pas bronché. Je ne sentais rien. Un instant. J'ai tenu l'écrin au-dessus de l'abîme, le vent essayant de me l'arracher. Puis, j'ai simplement lâché prise. Je ne l'ai pas regardé tomber. Je n'ai pas écouté le bruit d'un plongeon qui ne viendrait jamais couvrir le son de l'orage. Je l'ai juste vu disparaître dans l'obscurité violente et tourbillonnante en contrebas. Un cercle parfait. Avalé par le chaos. J'ai remonté la vitre, me scellant à nouveau dans le bourdonnement silencieux du moteur. Il n'y avait pas de larmes. Pas de colère. Juste un vide dans ma poitrine. Un espace où mon cœur battait autrefois. La route s'étendait devant moi. Infinie et noire. 2 ans plus tôt. L'appartement sentait le citron et le thym. C'était l'odeur de ma tentative délibérée. Désespérée. De créer une forme de normalité. C'était l'odeur de l'espoir. Depuis la cuisine, je pouvais voir Chloé. Blottie sur le canapé du salon. Un plaid épais enroulé autour d'elle. Le soleil de l'après-midi. Un invité rare et bienvenu dans un printemps lyonnais. Filtré par la fenêtre. Illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air et projetant un halo autour de sa tête. Elle avait perdu ses cheveux. Mais pour moi, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle était une guerrière. C'est ce que je lui disais chaque jour. Et chaque guerrier a besoin d'un intendant. Quelqu'un pour gérer les lignes de ravitaillement. Pour aiguiser les épées. Pour réparer l'armure. C'était mon travail maintenant. Je n'étais plus seulement un architecte qui concevait des bâtiments. J'étais l'architecte de sa survie. Comment va mon poulet rôti? A-t-elle lancé? Sa voix un peu plus faible qu'avant. Mais conservant toujours cette intonation musicale dont j'étais tombé amoureux. Le poulet atteint un état de perfection dorée. Ai-je répondu? Ma voix faussement enjouée. C'était une performance. Et nous le savions tous les deux. Mais une performance réconfortante. Encore quelques minutes. Le quinoa est aéré. Les asperges sont cuites à la vapeur. Tout est optimisé pour un maximum de délices et un minimum de nausées. J'ai entendu son rire doux. C'était le plus beau son du monde. Au cours des 6 derniers mois, nos vies avaient tourné autour d'un emploi du temps brutal. Chimiothérapie le mardi. Prise de sang le vendredi. Des jours de maladie. Des jours d'épuisement. Et de petites, précieuses fenêtres où elle se sentait presque humaine. J'avais réappris à cuisiner. En faisant des recherches sur les aliments anti-inflammatoires. Les épices anti-nausées.
Notre placard ressemblait moins au rêve d'un gourmet qu'à une pharmacie holistique. Gingembre, curcuma, verveine, miel de manuka. J'ai dressé les assiettes avec la précision d'un chirurgien, disposant le poulet et les légumes sur une de nos belles assiettes, celles que nous gardions habituellement pour les invités. Chaque repas était une occasion spéciale maintenant. Chaque jour où elle avait de l'appétit était une victoire. J'ai porté le plateau dans le salon et l'ai posé sur la table basse devant elle. Elle s'est redressée lentement, une petite grimace traversant son visage. J'ai instinctivement tendu la main pour la stabiliser. Ma main sur son dos. Je connaissais l'emplacement exact des douleurs dans ses os. Je connaissais le rythme de sa fatigue. C'est magnifique. Léo, dit-elle, ses yeux s'illuminant. C'étaient les mêmes yeux d'un bleu brillant qui m'avaient capturé 5 ans plus tôt, de l'autre côté d'une galerie d'art bondé. Elle était photographe, une captureuse de lumière et d'instants. Maintenant, le cancer essayait de voler sa lumière, mais il n'avait pas réussi. Pas encore. Elle a pris sa fourchette. Tu sais, dit-elle en prenant une petite bouchée prudente. Je crois que je peux vraiment sentir le goût. J'ai souri. Un vrai sourire sincère qui a atteint mes yeux. C'est une victoire. Nous avons mangé dans un silence confortable pendant un moment. Les seuls bruits étant le cliquetis de nos fourchettes et le murmure silencieux de la ville à l'extérieur. Son appareil photo était sur l'étagère à côté d'elle. Il n'avait pas été touché depuis des semaines. Avant le diagnostic, c'était une extension permanente de son bras. Elle voyait le monde à travers un viseur, trouvant de l'art dans la peinture écaillée et le reflet dans une flaque d'eau. Voir son travail me manquait. La façon dont son front se plissait en concentration. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure juste avant d'appuyer sur le déclencheur. Je pensais à quelque chose aujourd'hui, dit-elle en poussant un morceau d'asperge dans son assiette. À Paris. Mon cœur s'est serré. Paris était notre projet, un jour. Nous allions louer un petit appartement pour un mois. Elle prendrait des photos de gargouilles et d'amoureux au bord de la Seine. Et je dessinerais l'architecture des vieilles cathédrales. Nous étions censés y aller pour notre 3e anniversaire. Puis le diagnostic est tombé. Et, un jour, a été reporté indéfiniment. À quoi tu pensais? Ai-je demandé doucement. Quand on ira? Dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Son regard féroce. Pas si. Quand? Je veux manger un vrai croissant. Un de ceux avec tellement de beurre que tu te sens coupable. Et je veux boire du champagne au petit déjeuner. Et je veux marcher jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Et alors tu devras me porter sur ton dos pour rentrer à l'appartement. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Elle semblait si fragile dans la mienne. Marché conclu. Dis-je. La voix étranglée par l'émotion. Je te porterai sur mon dos dans tout Paris. J'apprendrai même à dire « ma femme est une déesse » en français. Elle a serré ma main. Tu es un homme bien? Léo. Je suis juste ton mari. Dis-je. Pour le meilleur et pour le pire? Tu te souviens? Ça. C'est la partie pour le pire. J'attends juste que la partie pour le meilleur revienne pour qu'on puisse passer au champagne et du petit déjeuner. Elle a essayé de sourire. Mais ses yeux se sont remplis de larmes. Une seule larme a tracé un chemin sur sa joue pâle. J'ai quitté ma chaise pour m'asseoir sur le bord du canapé, la serrant dans mes bras. Elle n'était qu'angle vif et os. Mais elle s'emboîtait parfaitement contre moi. Je pouvais sentir le léger tremblement qui parcourait son corps. Je suis si fatiguée d'être malade, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je veux juste être à nouveau moi-même. Tu es toi-même? Chloé. Ai-je murmuré dans ses cheveux, qui commençaient à repousser en un duvet doux et léger.
Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ceci n'est qu'un chapitre. Pas le livre entier. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Jusqu'à ce que la lumière du soleil s'estompe et que la pièce s'assombrisse. J'étais son rocher. Son ancre dans la tempête. C'était le rôle le plus important que j'ai jamais eu. Et je ne l'aurais échangé pour rien au monde. J'aurais traversé le feu pour cette femme. J'aurais combattu n'importe quel dragon. Je l'aimais d'une profondeur qui semblait infinie. Une semaine plus tard, nous étions dans le bureau du docteur Morin. L'air était stérile, sentant l'antiseptique et l'anxiété. Nous étions assis sur les deux chaises en face de son bureau. Nous tenant la main si fort que nos jointures étaient blanches. La jambe de Chloé sautillait. Un tic nerveux qu'elle avait développé au fil des mois. J'ai posé mon autre main sur son genou pour l'immobiliser. Le docteur Morin est entré. Un dossier à la main et un petit sourire indéchiffrable sur le visage. Mon cœur martelait contre mes côtes. Ces rendez-vous étaient une torture. Quelques mots de cette femme pouvaient soit nous rendre notre avenir, soit le briser en 1 million de morceaux. Elle s'est assise, a ouvert le dossier et a regardé les papiers pendant ce qui a semblé une éternité. Puis elle a enlevé ses lunettes, les a posées sur le bureau et nous a regardés. Eh bien, a-t-elle commencé? Et son sourire s'est élargi, devenant réel et lumineux. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai retenu mon souffle. Chloé, dit-elle, son regard fixé sur ma femme. Nous avons examiné les scanners. Nous avons regardé toutes les analyses de sang. Il n'y a plus de cellules cancéreuses détectables dans votre corps. Vous êtes en rémission. Les mots flottaient dans l'air. Surréaliste et électrique. Rémission. Pas de cellules cancéreuses détectables. Libre. Chloé a porté la main à sa bouche. Ses yeux grands ouverts d'incrédulité. Un sanglot étouffé s'est échappé de ses lèvres. J'ai ressenti une vague de soulagement si puissante qu'elle a failli me faire plier. C'était comme si j'avais porté un poids énorme pendant 6 mois. Et qu'il venait de disparaître. J'ai attiré Chloé dans mes bras, enfouissant mon visage dans son cou. Et pour la première fois depuis très longtemps, mes propres larmes ont commencé à couler. C'étaient des larmes de joie pure, sans mélange. Tu l'as fait, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Tu l'as fait, mon amour. Tu l'as vaincu. Elle pleurait et riait en même temps. Un son magnifique et hystérique. On l'a fait. M'a-t-elle corrigé? Se reculant pour me regarder. Son visage strié de larmes mais brillant d'une lumière que je n'avais pas vue depuis si longtemps. On l'a fait. Nous sommes sortis de cette clinique dans l'après-midi ensoleillé. Clignant des yeux comme des créatures qui auraient vécu sous terre. Le monde semblait différent. Les couleurs étaient plus vives. L'air était plus pur. Le bruit de la circulation était une symphonie. C'était fini. La guerre était finie. Nous avions gagné. Ce soir-là, j'ai préparé un festin de célébration. Un vrai. Un steak juteux avec du beurre à l'ail. Une bouteille de Saint-Émilion que nous gardions en réserve. Nous n'avons pas parlé de cancer. Nous avons parlé de Paris. Nous avons parlé des projets que je voulais entreprendre au travail. Nous avons parlé de la possibilité pour elle de réinstaller sa chambre noire. Nous avons parlé de l'avenir. Un mot qui n'était plus terrifiant. Plus tard, alors que nous étions au lit, je l'ai tenue contre moi, mémorisant la sensation de sa respiration, régulière et calme. Le cauchemar était terminé. Maintenant, notre vie pouvait enfin recommencer. J'ai senti un profond sentiment de paix s'installer en moi. Je l'avais protégée. Je l'avais accompagnée à travers la vallée la plus sombre. Maintenant,
Nous allions marcher ensemble sous le soleil. Pour toujours. J'en étais sûre. La célébration, en fin de compte, fut de courte durée. Pas la rémission elle-même, elle était réelle. Un fait médical consigné dans un dossier. Mais le sentiment de victoire, d'avoir franchi une ligne d'arrivée ensemble, a commencé à s'estomper presque immédiatement. Je m'attendais à ce que nous retrouvions nos anciens rythmes, à reprendre la vie que nous avions mise en pause. Mais le bouton « lecture » semblait bloqué. Au début, j'ai mis cela sur le compte de la convalescence. Les médecins nous avaient prévenu que le bilan émotionnel et physique de la chimiothérapie ne disparaissait pas du jour au lendemain. Son corps avait traversé une guerre, et il lui fallait du temps pour se démobiliser. Alors, quand elle dormait 12 heures par jour, je me disais que c'était la guérison. Quand elle semblait distante et perdue dans ses pensées, je me disais qu'elle digérait le traumatisme. Quand elle tressaillait légèrement si j'essayais d'être intime, je me disais que son corps lui semblait encore étranger. J'étais patient. J'étais l'architecte de sa survie. Et ceci n'était que la phase de reconstruction. Mais les semaines se sont transformées en un mois. Puis 2. Et un nouveau type de silence s'est installé dans notre appartement. Ce n'était pas le silence paisible de la convalescence. C'était un silence tendu, fragile, plein de questions non posées. Je rentrais du travail, excitée de la voir, et je la trouvais en train de regarder par la fenêtre. Son Laïka toujours sur l'étagère. La femme qui avait parlé de boire du champagne au petit-déjeuner à Paris voulait à peine partager un verre de vin sur le canapé. Partons en week-end ? Ai-je suggéré un soir. Juste une petite escapade. On pourrait aller à Annecy. Respirer un peu l'air des montagnes. Elle dessinait dans un carnet, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des lustres. J'ai senti une lueur d'espoir. Mais elle n'a pas levé les yeux. Je ne sais pas. Léo. Je suis encore si fatiguée. On ira doucement. On pourra juste s'asseoir au bord du lac. Je préparerai un pique-nique. Peut-être la semaine prochaine ? A-t-elle dit. Son crayon grattant doucement le papier. Le sujet de son dessin était une branche morte et tordue. La semaine prochaine n'est jamais arrivée. Le changement était subtil mais sismique. Elle a commencé à parler de sa maladie en disant « Mon cancer ?» et non « Notre combat ». Elle parlait de la vie qu'elle avait, avant. Comme si je n'en avais pas fait partie. Un mur se construisait entre nous. Brique par brique invisible. Et je n'avais aucune idée de la raison. Mon rôle de gardien ? La seule chose qui m'avait défini pendant si longtemps était maintenant obsolète. Et il semblait que sans ce rôle, je n'avais plus de but dans sa vie. Un après-midi, je suis rentrée à la maison et je l'ai trouvée pleine d'énergie pour la première fois depuis des mois. Ses joues étaient roses. Ses yeux bleus pétillaient. Elle avait ressorti son appareil photo professionnel. Et ses objectifs étaient étalés sur la table de la salle à manger comme les outils d'un chirurgien. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ai-je demandé, mon cœur se soulevant. J'ai une idée, dit-elle. Sa voix pleine d'une passion que je n'avais pas entendue depuis avant le diagnostic. Un projet. Une série de photos. Je vais l'appeler Renaissance. Ça a l'air incroyable. Chloé. C'est sur la beauté dans la décomposition et la nouvelle croissance, expliqua-t-elle, ses mains s'agitant avec excitation. Comme la mousse qui pousse sur un arbre tombé, ou les fleurs qui percent un trottoir fissuré. C'est sur le fait qu'il faut s'effondrer pour se reconstruire. Elle a fait une pause, puis a ajouté, je vais rencontrer Julien Vasseur demain. Il possède cette galerie à la Croix-Rousse. L'œil vif. Il a toujours été intéressé par mon travail.
Je lui ai envoyé le concept. Et il veut en parler pour le sponsoriser. Peut-être même une exposition. Le nom me disait vaguement quelque chose. Il était une figure importante de la scène artistique lyonnaise. Connu pour lancer des carrières. J'ai ressenti une pointe de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. De la jalousie? Non. Ce n'était pas ça. C'était de l'exclusion. C'était son monde. Un monde que je n'avais jamais visité qu'en tant que son plus un. C'est une nouvelle fantastique? Ai-je dit. Et je le pensais. Je voulais qu'elle soit heureuse. Qu'elle redevienne elle-même. Si c'était ce qu'il fallait. J'étais entièrement pour. La rencontre avec Julien a été un succès. Il a adoré l'idée. Il lui a accordé une subvention pour couvrir ses frais et lui a offert un espace de studio à la galerie pour travailler. Soudain, Chloé était tout le temps partie. Elle partait tôt le matin. Son sac d'appareil photo en bandoulière. Et rentrait tard. Sentant les produits chimiques de la chambre noire et une eau de Cologne inconnue et chère. Elle parlait du projet. Mais les conversations ressemblaient à des rapports. Julien pense que je devrais utiliser un autre type de pellicule pour les photos en forêt. Julien m'a fait découvrir une nouvelle technique d'impression. Julien. Le nom était une présence constante dans notre maison. Un fantôme à notre table. J'ai essayé de m'impliquer. J'adorerais voir ce sur quoi tu travailles. Disais-je. Ce n'est pas encore prêt? Répondait-elle. Mettant fin à la conversation. Je ne veux que personne ne le voie avant que ce soit parfait. Mon meilleur ami, Marc, a vu la tension sur mon visage. Nous nous sommes retrouvés pour une bière un jeudi soir. Dans notre bistrot habituel près des terreaux. L'endroit était bruyant et collant. Une dose bienvenue de réalité. T'as une sale gueule. Mon pote. A-t-il dit après avoir pris une longue gorgée. Merci. Dis-je ironiquement. Tu es un véritable ami. Je suis sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que les choses étaient censées s'améliorer. Chloé est en rémission. Ça devrait être la bonne période. J'ai fixé mon verre. Regardant les bulles monter. Je ne sais pas. Elle est différente. Elle s'éloigne. Elle est obsédée par ce nouveau projet photo. Et ce type? Ce Julien. Marc a grogné. Le propriétaire de la galerie. Le gourou de l'art aux cheveux poivre et sel? Tu le connais? Je connais le genre. Toujours en col roulé noir à parler de la résonance émotionnelle de l'espace négatif. Fais gaffe. Léo. Gaffe à quoi? Ai-je demandé? Bien qu'une partie froide de moi connaissait déjà la réponse. Elle remet juste sa carrière sur les rails. Je devrais être heureux pour elle. Tu devrais? A convenu Marc. Mais elle a frôlé la mort. Tu étais là avec elle. À lui tenir la main. Et maintenant? Elle te met à l'écart et passe tout son temps avec un type qui pense probablement qu'un cathéter de chimio est un accessoire de mode. C'est juste bizarre. Ces mots ont confirmé les pensées hideuses que j'avais essayé de repousser. J'ai senti une vague de ressentiment. Chaude et vive. J'avais dormi sur un lit de camp à l'hôpital pendant une semaine. J'avais appris à lui faire des injections. J'avais tenu ses cheveux pendant qu'elle était malade. Et maintenant? J'étais traitée comme un meuble de son ancienne vie de malade. Le point de rupture est arrivé un mardi. C'était notre jour de chimio. Une date gravée dans ma mémoire. Maintenant? Ce n'était qu'un mardi comme les autres. Chloé avait été absente toute la journée. Travaillant avec Julien pour encadrer certains de ses premiers tirages en vue d'une éventuelle exposition. J'ai décidé de faire un grand ménage dans l'appartement.
Une tâche physique pour calmer mon esprit. J'ai rassemblé tout le linge, y compris les vêtements qu'elle avait jetés par terre ce matin-là. Alors que je vidais les poches de son jean, mes doigts ont effleuré un morceau de papier plié. C'était un reçu. D'un restaurant de luxe. Le genre d'endroit tenu par un chef étoilé, où le menu dégustation coûte une fortune. C'était pour un dîner pour deux. De la veille au soir. Une soirée où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard au studio. Mon sang s'est glacé. Ça pouvait n'être rien. Un dîner d'affaires. Julien la sponsorisait. Après tout. Ça pouvait être complètement innocent. Mais ça ne semblait pas innocent. C'était comme une pierre qui tombait au fond de mon estomac. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert son ordinateur portable. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine taper le mot de passe, le nom de notre chien. Une relique d'un temps plus simple. Sa boîte de réception était déjà ouverte. Je me suis dit que je cherchais juste la confirmation du dîner d'affaires. Une invitation de calendrier. Un email de Julien disant « Merci pour la réunion ». Mais mes yeux ont balayé la boîte de réception. Et un objet de mail a attiré mon attention. Confirmation de réservation, Villa Florentine. Ça datait de 2 semaines. Mon cœur était un tambour contre mes côtes alors que je cliquais dessus. Ce n'était pas juste pour un dîner. C'était une chambre. Pour 2 nuits. Une suite avec lit king size. Et la réservation était à son nom, Julien Vasseur. J'ai senti l'air quitter mes poumons. La pièce a commencé à tourner. Toutes les nuits tardives. Tous les regards distants. Chaque mention de son nom se sont emboîtés, formant une image d'une clarté insupportable. Le bruit de la douche s'est arrêté. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mouvements raides et robotiques. Je suis allé dans la cuisine et je suis resté là. Appuyé contre le comptoir. Essayant de respirer. Elle est sortie de la salle de bain. Enveloppée dans une serviette. Les cheveux humides. Elle fredonnait. Elle avait l'air en bonne santé. Elle était belle. Et elle était une parfaite inconnue pour moi. Elle a vu mon visage et son sourire s'est effacé. Léo? Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. Ma voix est sortie comme un murmure rauque. Comment s'est passée ta longue nuit au studio hier soir? Chloé? Son regard a vacillé. Un signe de panique minuscule. Presque imperceptible. Bien. Productive. Pourquoi? Et il y a 2 semaines? Le week-end où tu as dit que tu louais un chalet dans le Vercors toute seule? Pour prendre des photos de nature? C'était productif aussi? La couleur a quitté son visage. Elle savait. Elle savait que je savais. Elle a serré la serviette plus fort autour d'elle. Léo. De quoi tu parles? Je parle de Julien. Dis-je. Ma voix se brisant sur son nom. Je parle de la Villa Florentine. Je parle du fait que tu me regardes dans les yeux et que tu me mens. Après tout. Après tout ce que nous avons traversé. Le silence était assourdissant. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Elle fixait juste un point sur le sol. Les épaules affaissées par la défaite. Il n'y avait plus de mensonges à raconter. Dis quelque chose. Ai-je supplié? Ma voix se brisant. Elle a finalement levé les yeux. Ses yeux noyés de larmes. Mais ce n'était pas seulement des larmes de culpabilité. Il y avait autre chose. De la défiance. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu n'as jamais voulu me faire de mal? Ai-je répété. Un rire amer et incrédule s'échappant de mes lèvres. Chloé.
Toute ma vie a consisté à ne pas te faire de mal depuis 1 an. Toute ma vie a consisté à te maintenir en vie. Et je t'aime pour ça. A-t-elle crié, les mots s'arrachant d'elle. Mais tu ne comprends pas. Quand tu me regardes, tu vois le cancer. Tu vois la fille malade que tu as dû sauver. Tu me traites encore comme si j'étais en verre. Ces mots étaient comme des coups de poing, chacun atterrissant avec une précision chirurgicale. Julien. Il ne voit pas ça. A-t-elle continué, sa voix baissant. Il me voit. Moi. L'artiste. La femme. Il me fait sentir. Il me fait sentir à nouveau vivante. Pas comme une survivante. Juste. Vivante. Voilà. Le coup final. Fatal. Mon amour. Mon sacrifice. Mes nuits blanches et mon inquiétude constante, ils étaient devenus une cage pour elle. Mes soins étaient devenus une marque, la désignant à jamais comme une patiente. Et un autre homme lui avait offert une évasion. Il n'avait pas traversé le feu avec elle. Il avait juste attendu de l'autre côté, avec une coupe de champagne et une clé d'hôtel. Je la fixais. La femme que j'avais juré d'aimer pour le meilleur et pour le pire. La maladie était partie. Mais elle avait laissé derrière elle un poison plus mortel que n'importe quelle chimiothérapie. Elle nous avait tués. Je ne l'avais simplement pas réalisé jusqu'à maintenant. Il n'existe pas de plan pour ce qui se passe après la fin du monde. En tant qu'architecte, je vis selon des plans. Je comprends les fondations, les murs porteurs, les points de tension. Je sais que si vous construisez quelque chose sur un sol solide, avec les bons matériaux et une conception saine, cela tiendra debout. Notre mariage, je l'avais cru, était une cathédrale. Il avait survécu à un ouragan. Je pensais que ses fondations étaient incassables. Mais j'avais tort. La tempête ne l'avait pas renforcé. Elle avait simplement révélé la pourriture dans le sol en dessous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi sur le canapé. J'ai dormi dans notre lit. Je me suis couché sur le côté, le dos tourné à l'espace vide où elle aurait dû être. Je pouvais l'entendre bouger dans la chambre d'amis. Les bruits étouffés d'un tiroir qui s'ouvre, d'un robinet qui coule. Elle se créait un nouvel espace au sein de notre foyer, traçant une nouvelle frontière. Nous n'étions plus une unité. Nous étions 2 pays distincts partageant un territoire fragile et contesté. Ces mots résonnaient dans ma tête en une boucle implacable. Tu vois la fille malade. Il me fait sentir vivante. C'était d'une cruauté magistrale, transformant ma dévotion en un défaut. Mon amour. Mes soins. Ma présence constante et inébranlable, elle avait tout recadré comme une cage. J'avais cru être son bouclier. Elle m'avait fait sentir comme son geôlier. Le lendemain matin, le silence dans la cuisine était si épais qu'on aurait pu s'étouffer. J'ai préparé le café. Mes mouvements mécaniques. Elle est entrée. Habillée pour la journée. Le visage pâle mais composé. Elle ne pouvait pas me regarder. Chloé. Dis-je. Ma voix rauque par manque de sommeil. Nous devons parler. Elle a hoché la tête, fixant sa tasse vide pendant que je la remplissais. Je sais. Je n'abandonne pas notre couple. Ai-je dit. Les mots semblant lourds et creux dans ma propre bouche. Nous avons traversé trop de choses pour tout jeter par-dessus bord. Ce que tu as fait. C'est un symptôme. Pas la maladie. La maladie. C'était le cancer. Le traumatisme. Nous pouvons réparer ça. Nous pouvons suivre une thérapie. C'était l'architecte en moi qui parlait. Voir le problème. Identifier le défaut structurel.
élaborer un plan de réparation. Elle a pris une lente gorgée de café. D'accord, a-t-elle dit doucement. Juste, d'accord. Pas, oui. Je veux nous sauver. Pas, je suis désolée. Faisons tout ce qu'il faut. Juste un seul mot passif. Elle acceptait le processus. Mais je sentais que son cœur n'y était pas. Elle me faisait plaisir. C'était la première de nombreuses concessions qui ressemblaient plus à de la pitié qu'à un partenariat. Nous sommes allés à une séance de thérapie. Une femme dans une pièce faiblement éclairée, au mur beige et à l'art abstrait, nous a posé des questions sur nos sentiments. J'ai parlé. J'ai parlé de la peur, de l'impuissance de la voir souffrir. J'ai parlé de la joie de sa rémission. J'ai parlé de ma confusion et de la douleur profonde de sa trahison. J'ai étalé mon cœur sur le tapis de couleur neutre. Quand ce fut le tour de Chloé, elle était réservée, articulée. Elle a parlé de la perte de son identité, de se sentir comme un spécimen sous un microscope. Elle a qualifié l'adultère de « transgression » et des « erreurs de jugement ». Des mots cliniques qui dépouillaient l'acte de sa violence brutale et personnelle. Elle n'a jamais prononcé le nom de Julien. Il n'était qu'un concept, un symbole de la liberté dont elle rêvait. La thérapeute a fixé un deuxième rendez-vous. Chloé l'a annulé le lendemain, prétextant un conflit d'horaire avec un « événement à la galerie ». J'ai essayé de reconstruire par moi-même. J'ai essayé de nous rappeler les personnes que nous étions avant le diagnostic. J'ai réservé une table dans notre restaurant préféré, le Petit Bouchon lyonnais où je l'avais demandé en mariage. L'air était épais de l'odeur d'ail et de vieilles histoires d'amour. « Tu te souviens de notre première fois ici ?» ai-je demandé, essayant de forcer une étincelle. Tu avais renversé du Beaujolais sur ta chemise blanche. Et tu étais si embarrassée. Mais j'ai trouvé que c'était la chose la plus charmante que j'ai jamais vue. Elle m'a offert un petit sourire triste. Je me souviens. Mais elle n'était pas là avec moi. Ses yeux dérivaient constamment vers son téléphone, qu'elle avait posé face contre table. Elle parlait de son travail, des éloges que Julien avait faits sur sa dernière série de tirages. Elle décrivait la façon dont il comprenait sa vision, la façon dont il la mettait au défi d'être plus audacieuse. Elle parlait d'un autre homme lors de notre rendez-vous. Un rendez-vous qui était censé sauver notre mariage. Chaque mot était une petite torsion aiguë du couteau. J'ai payé l'addition et nous sommes rentrés à la maison dans un silence plus lourd que jamais. Le prétexte du secret avait disparu. Elle ne se donnait plus la peine de cacher ses nuits tardives. Elle a commencé à assister à des vernissages et à des dîners. Des événements où j'étais autrefois son fier partenaire. Maintenant, c'était Julien qui était à son bras. J'en entendais parler par des amis communs qui ne connaissaient pas la situation. J'ai vu une photo de Chloé au gala de la galerie hier soir. M'a envoyé par SMS la femme d'un ami. Son nouveau travail a l'air incroyable. C'est super que vous vous souteniez autant dans vos passions respectives. J'ai répondu, c'est elle qui a le talent. J'ai juste la chance de l'accompagner. Le mensonge avait un goût de cendre dans ma bouche. Je vivais comme un fantôme dans ma propre vie. Je payais le loyer d'un appartement où ma femme ne faisait que dormir. J'achetais des provisions qu'elle mangeait rarement. Je maintenais la façade d'un mariage qui n'était plus qu'une coquille vide. Marc était la seule personne avec qui je pouvais être honnête. Tu dois lui poser un ultimatum ? A-t-il dit. Le visage dur ? Alors que nous étions assis sur son balcon. C'est lui ou toi ? C'est de la folie. Léo. Tu la laisses te torturer. Elle a tellement souffert. Marc. Ai-je argumenté ? Bien que ma propre voix manque de conviction. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour. Je ne sais pas. Mettre ses idées au clair.
Mettre quoi au clair? Comment avoir le beurre et l'argent du beurre? Elle n'est pas confuse. Mon pote. Elle est égoïste. Ce qu'elle fait est cruel. Le cancer était une tragédie. Ça, c'est un choix. Je savais qu'il avait raison. Chaque partie logique de mon cerveau savait qu'il avait raison. Mais mon cœur était toujours coincé dans le passé. Toujours attaché à la femme que j'avais promis de protéger. La quitter me semblait être un abandon de poste. C'était un échec. La dispute finale, inévitable, a eu lieu un samedi. Elle préparait un sac de voyage. Un élégant sac en cuir que Julien lui avait acheté. « Où vas-tu » ai-je demandé. Ma voix dangereusement calme. J'étais debout dans l'embrasure de notre chambre. Notre chambre. Il y a une retraite artistique à Arles? Dit-elle. Sans me regarder. En pliant un pull. Julien est l'un des intervenants. C'est une énorme opportunité de réseautage. Arrête ça. Chloé. Elle s'est figée. Arrêtez quoi? Juste. Arrête de mentir. C'est insultant. Tu ne vas pas à un événement de réseautage. Tu pars en week-end avec lui. Dis-le. C'est tout. Elle s'est tournée pour me faire face. Et toute la lassitude et la frustration des derniers mois étaient dans ses yeux. La femme silencieuse et pleine de remords avait disparu. À sa place se trouvait une étrangère à la bouche dure et aux yeux froids. Très bien. A-t-elle lancé sèchement. Je pars avec lui. C'est ce que tu veux entendre? Ce que je veux. Dis-je. Ma voix s'élevant. C'est que tu te souviennes de ce que nous avons traversé. De ce que j'ai traversé. As-tu la moindre idée de ce que c'était? Te regarder disparaître? Morceau par morceau? Te tenir quand tu étais trop faible pour te lever? Tu penses que c'était facile? Personne n'a dit que c'était facile. Léo. A-t-elle rétorqué? Sa voix résonnant d'un ressentiment qui m'a stupéfié. Mais c'était ton choix d'en faire toute ton identité. Tu n'étais pas obligé de me couver chaque seconde. Tu n'étais pas obligé d'abandonner le projet de la médiathèque. Tu as choisi de faire tout ça. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je l'ai fait parce que tu étais ma femme et que tu étais malade. Je criais maintenant. La douleur brute finissant par déborder. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Puis elle a prononcé les mots qui m'ont finalement. Irrévocablement. Brisé. Elle s'est approchée. Sa voix baissant jusqu'à un sifflement bas et venimeux. Tu penses que tu m'as sauvé? Les médecins m'ont sauvé. Les médicaments m'ont sauvé. Tu n'as rien fait d'autre que regarder. Mon cancer est devenu ton grand projet? La chose qui te faisait te sentir noble et important. Mais le projet est terminé. Léo. Je ne suis plus malade. Et tu ne le supportes pas? Parce que maintenant, tu n'as plus rien à réparer. L'accusation était si monstrueuse, si profondément injuste, qu'elle m'a coupé le souffle. Elle avait pris la chose la plus pure que j'avais à donner, mon amour, mon sacrifice, et l'avait tordu en un acte d'égo égoïste. Elle m'avait effacé de notre histoire de survie. Je n'étais plus son partenaire dans le combat. J'étais juste un spectateur. Un infirmier glorifié dont les services n'étaient plus requis. Je n'avais aucune réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Les fondations ne s'étaient pas seulement fissurées. Elle avait pris une masse pour les frapper, les pulvérisant en poussière. Elle a fermé son sac. Le bruit de la fermeture éclaire fort et final dans la pièce silencieuse. Elle est passée devant moi sans un mot. Sans un regard en arrière. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je suis restée là. Au milieu de notre chambre.
entourée par les fantômes de notre vie commune. Et pour la première fois, j'ai ressenti la vérité terrifiante de la situation. Je ne pouvais pas réparer ça. On ne peut pas reconstruire une maison que l'autre personne a déjà décidé de réduire en cendres. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai fait un sac. Pas une valise pour un voyage, mais un sac de sport rempli du strict nécessaire. Quelques vêtements de rechange, une brosse à dents, mon ordinateur portable. J'ai conduit jusqu'à chez Marc. Mon esprit un bruit blanc, vide et statique. Il a ouvert la porte, a jeté un œil à mon visage et a simplement hoché la tête. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste indiqué sa chambre d'amis. Un petit espace qui sentait les vieux livres et le linge propre. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il dit. C'est tout. À ce moment-là, son amitié simple et inconditionnelle était la seule chose solide dans un monde qui s'était liquéfié. Je suis tombée dans une sorte de routine engourdie. Je me réveillais sur le matelas bosselé de la chambre d'amis de Marc. Je fixais le plafond et je me forçais à me lever. J'allais au travail, où je m'asseyais devant des plans d'architecture complexes et ne voyais que le visage de Chloé. N'entendais que ses paroles cruelles. J'ai perdu du poids. Les cernes sous mes yeux sont devenus permanents. J'étais une structure vide. Un bâtiment qui avait été vidé par le feu. La façade tenait encore debout. Mais à l'intérieur, il n'y avait que des décombres et des cendres. J'ai essayé de la comprendre. J'ai repassé notre vie commune, cherchant les fissures que j'avais dû manquer. Avais-je été trop étouffant pendant sa maladie? L'avais-je suffoqué avec mes soins? Je l'avais aimé de la seule manière que je connaissais, complètement. Et de tout mon être. Si cet amour était devenu un fardeau pour elle, alors à quoi servait-il? À quoi servais-je? Chloé et moi communiquions à peine. Nous avons échangé quelques SMS stériles au sujet des factures et du courrier. Elle n'a pas demandé où j'étais. Je pense qu'elle était soulagée. Elle avait l'appartement pour elle toute seule maintenant. Libre de vivre sa nouvelle vie. Sa renaissance. Sans que mon fantôme ne hante les couloirs. Environ 3 semaines après mon départ, j'ai dû retourner à l'appartement pour récupérer des documents importants pour le travail. J'ai choisi un après-midi de semaine, priant pour qu'elle ne soit pas là. Ma clé fonctionnait toujours dans la serrure. Au moment où je suis entrée, j'ai su que j'avais fait une erreur. L'appartement était différent. Il ne sentait plus le citron et le thym. Il sentait son parfum et son eau de Cologne à lui. Il y avait un nouveau tableau sur le mur de l'entrée. Une explosion de couleurs chaotiques qui me rendait anxieux. Le trench-coat noir de Julien était jeté sur le dossier d'une chaise de la salle à manger. Il était là. Il vivait dans ma maison. Partout où je regardais, je voyais de petites trahisons intimes. Une autre marque de café à côté de la machine. 2 verres à vin dans l'égouttoir au lieu d'un. Un livre que je n'avais jamais vu sur sa table de chevet. Avec le coin d'une page cornée. Ce n'était plus seulement mon appartement. C'était leur foyer. J'étais l'intrus. Je me suis déplacé rapidement. Un voleur dans ma propre vie. J'ai pris mes dossiers dans le bureau. Mon cœur battant la chamade d'un mélange de rage et de chagrin. Au moment de partir, mes yeux sont tombés sur le salon. Sur la cheminée. Parmi les photos de notre mariage et de nos voyages, il y avait une nouvelle photo encadrée. C'était Chloé. Debout devant l'une de ses nouvelles photographies dans une galerie. Elle riait. La tête renversée en arrière. Julien se tenait à côté d'elle. Son bras possessivement autour de sa taille. Son sourire suffisant visant directement l'objectif. Voir cette photo. C'était comme recevoir un coup physique. C'était la déclaration publique de mon remplacement.
Il n'avait pas seulement pris ma femme. Il avait pris ma place dans notre vie, m'effaçant de l'image de manière transparente. J'ai senti une vague de colère pure, blanche et chaude. D'une main tremblante, j'ai tendu le bras. J'ai saisi la photo. Et sans une seconde de réflexion, j'ai balayé tous les cadres de la cheminée. Le verre a éclaté. Le son était explosivement fort dans l'appartement silencieux. Notre photo de mariage souriante a atterri face contre terre sur le parquet. Une photo de nous devant la tour Eiffel, un souvenir bon marché d'un voyage que nous n'avions jamais fait. Acheté comme une promesse, s'est fissuré en deux. Je suis resté là, respirant lourdement, fixant les débris de ma propre histoire. C'était un acte mesquin, enfantin. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire. Je devais prouver que j'avais existé. Que nous avions existé. Je suis sorti, laissant la porte déverrouillée derrière moi. Les éclats de verre crissant sous mes pieds. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là a marqué le véritable début de la fin. Ma colère, pour la première fois, l'a emporté sur mon chagrin. Elle est devenue une source de carburant. Son accusation selon laquelle j'avais fait de son cancer mon projet était un mensonge destiné à absoudre sa culpabilité. Mais j'ai décidé de faire de moi-même mon nouveau projet. Le projet de survie. J'ai trouvé un petit appartement meublé près de Pardieu. Un espace stérile, impersonnel, avec des murs gris et une vue sur un immeuble de briques. C'était parfait. Il n'avait pas de souvenirs. J'ai commencé à voir mon propre thérapeute. Un homme pragmatique nommé Dr Evans qui écoutait sans jugement et me donnait des outils pratiques pour gérer le deuil et la colère. Il m'a dit de trouver un point d'ancrage. Quelque chose pour moi. Qui n'avait rien à voir avec Chloé. J'ai pensé à ce que j'aimais avant que ma vie ne soit consumée par les soins. Je faisais de la randonnée. Avant Chloé. Je passais mes week-ends dans le massif du Vercors, grimpant sur les sentiers jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et que mon esprit soit clair. Alors, le samedi suivant, j'ai conduit jusqu'au Moucherotte. C'était une randonnée difficile et escarpée. Pendant que je grimpais, mes muscles criaient en signe de protestation. Chaque pas était une lutte. Mon esprit était un désordre de pensées colériques et répétitives. Comment a-t-elle pu faire ça? Après tout ce que j'ai fait? Comment a-t-elle pu être si cruelle? Mais à mesure que je montais, l'effort physique a commencé à noyer le bruit dans ma tête. Je devais me concentrer sur ma respiration, sur la position de mes pieds, sur la douleur dans mes cuisses. Au moment où j'ai atteint le sommet, j'étais trempée de sueur et complètement épuisée. Je me suis tenue sur la crête rocheuse, contemplant la vue magnifique et panoramique sur Grenoble et les Alpes en contrebas. Le vent était violent, fouettant mes vêtements. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai ressenti autre chose que l'amour, la peur ou la rage. Je me suis senti petit. Ma tragédie personnelle, mon cœur brisé, semblait insignifiante face à une beauté si ancienne et indifférente. J'avais survécu à la randonnée. C'était une petite victoire, mais c'était la mienne. C'est devenu mon nouveau rituel. Chaque week-end, un nouveau sentier. Je me réappropriais mon corps, mon temps, mon esprit. Au travail, je me suis plongée dans le projet de la médiathèque de la Duchère, la conception ambitieuse et créative que j'avais mise de côté quand Chloé était tombée malade. Ma concentration est revenue. J'ai trouvé de la joie dans les lignes épurées d'un plan, dans la résolution de problèmes spatiaux complexes. J'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Pas l'ancien moi. Le moi heureusement marié. Mais une nouvelle version. Plus calme. Plus réservé. Blessé. Mais pas brisé.
Chloé a demandé le divorce. J'ai reçu les papiers par coursier à mon bureau. Je les ai signés sans les lire de trop près. Mon avocat s'est occupé des détails. Nous allions vendre l'appartement et partager les bénéfices. C'était une amputation nette et brutale. Les mois ont passé. L'automne a laissé place à un hiver humide et gris. J'ai vu Chloé une fois. De loin. Je marchais vers un café et je l'ai vue de l'autre côté de la rue. Elle était avec Julien. Il riait. Elle avait l'air heureuse. Elle portait un nouveau manteau, d'un rouge vibrant que je n'aurais jamais choisi pour elle. Ça m'a fait mal. C'était une douleur sourde et familière, comme un membre fantôme. Mais ça ne m'a pas détruit. J'ai simplement tourné les talons et je suis entrée dans le café. La cloche au-dessus de la porte sonnant doucement, marquant ma retraite. Je guérissais. Le processus était lent, inégal et angoissant. Il y avait des jours où je me réveillais et le chagrin était un poids physique sur ma poitrine. Si lourd que je pouvais à peine respirer. Mais il y avait aussi des jours où je passais des heures sans penser à elle du tout. Des jours où je riais d'une blague de Marc. Où ressentais un véritable sentiment d'accomplissement pour un travail bien fait. Je construisais une nouvelle vie sur les décombres de l'ancienne. Une vie plus petite. Plus solitaire. Mais une vie que je concevais pour moi-même. Je commençais à croire que je pourrais vraiment m'en sortir. Et c'est là qu'elle est apparue. C'était un mardi soir. La pluie s'abattait contre les fenêtres de mon appartement. Je mangeais un plat thaïlandais à emporter sur mon canapé, regardant une émission sans intérêt à la télévision. On a frappé à la porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert. Et elle était là. Ma première pensée fut à quel point elle avait l'air différente. Elle était mince. Plus mince que je ne l'avais jamais vue. Même pendant la chimio. Son manteau rouge vibrant flottait sur sa petite silhouette. Son visage était pâle. Presque translucide. Et ses yeux bleus brillants étaient écarquillés d'une terreur que j'ai reconnue instantanément. C'était le même regard qu'elle avait eu dans le bureau du médecin. Juste avant qu'il ne prononce le mot « malin ». Elle était seule. Il n'y avait pas de Julien. « Chloé ?» dis-je. Ma voix à peine un murmure. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a juste regardé. Son corps tremblant. Et les mots sont sortis d'elle dans un flot brisé et désespéré. Léo. A-t-elle sangloté? Son sang-froid se brisant. C'est revenu. Le cancer est revenu. Et il est partout. Le monde a basculé sur son axe. La pluie qui tambourinait contre la vitre. L'odeur de mon pad thaï. Le faible murmure de la télévision, tout s'est estompé en un bourdonnement sourd et lointain. La seule chose nette était le visage de Chloé. Pâle et strié de pluie sous la lumière crue et fluorescente du couloir. Ces mots flottaient dans l'air entre nous. Un nuage toxique. C'est revenu. Il est partout. Mon premier instinct, celui enfoui au plus profond de mes os par des mois de conditionnement, a été de tendre la main vers elle, de la tirer à l'intérieur, de l'envelopper dans une couverture et de lui dire que tout irait bien. Mon corps s'est souvenu de son travail avant que mon esprit ne puisse traiter la nouvelle réalité. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée figée dans l'embrasure de la porte, ma main agrippant le bord de la porte, mes jointures blanches. Ce n'était plus mon rôle. Je n'étais plus son mari, son gardien, son rocher. J'étais l'homme qu'elle avait quitté. L'homme dont elle avait envahi la maison avec un autre. Elle a semblé se ratatiner sous mon silence, se repliant sur elle-même. La terreur dans ses yeux était maintenant mêlée à un désespoir brut et suppliant. Est-ce que je peux entrer? A-t-elle demandé. Sa voix petite et brisée. J'ai reculé,
d'un mouvement mécanique et saccadé. Et je l'ai laissée passer. Elle est entrée dans le salon stérile de ma nouvelle vie. Regardant autour d'elle les meubles inconnus. Les murs nus. Elle ressemblait à un fantôme. Complètement déplacée. Elle ne s'est pas assise. Elle est juste restée au milieu de la pièce, se serrant dans ses bras comme si elle essayait de maintenir son propre corps fragile. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. La question était plate, dépourvue de l'émotion qui bouillonnait en moi. J'étais un journaliste demandant des faits. Pas un mari demandant des détails. La douleur a commencé dans mon dos il y a quelques semaines. A-t-elle commencé? Sa voix tremblante. Je pensais que je m'étais juste fait un claquage. Mais ça a empiré. Je ne pouvais plus dormir. J'étais tout le temps si fatiguée. Elle a pris une respiration chancelante. Julien. Il disait que je faisais du drame. Il disait que j'étais hypocondriaque. Une satisfaction amère et laide s'est enroulée dans mes entrailles. Je me détestais de le ressentir. Mais c'était là. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il était tombé amoureux de l'artiste vibrante et renaissante. Il n'avait que faire d'une femme malade. La réalité de la maladie, la laideur. La peur. L'épuisement sans fin et écrasant, cela ne faisait pas partie du fantasme auquel il avait adhéré. Je suis finalement allé voir le docteur Morin aujourd'hui. A-t-elle continué? Les yeux fixés sur la fenêtre couverte de pluie. Elle a fait des tests. Un scanner d'urgence. Ça a métastasé? Léo. C'est dans mes os. Mon foie. Elle m'a finalement regardé. Son visage un masque de peur pure et non diluée. Elle a dit. Elle a dit que le pronostic n'est pas bon. Pas bon. L'euphémisme clinique est stérile pour une condamnation à mort. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Il ne serait plus question de guérison cette fois. Seulement de gestion. Seulement de temps emprunté. L'architecte dans ma tête. Le planificateur. Le réparateur. A commencé à poser des questions contre ma volonté. Quel est le plan de traitement? A-t-elle demandé un deuxième avis? Qui est son oncologue maintenant? Mais une autre voix. Plus froide. A tout noyé. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton combat. Plus maintenant. Où est Julien? Ai-je demandé? Ma voix dure. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Une larme s'est finalement échappée et a tracé un chemin à travers son maquillage. Je le lui ai dit. Cet après-midi. Il a fait sa valise. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Qu'il n'était pas assez fort pour traverser quelque chose comme ça. Elle a laissé échapper un petit rire hystérique qui ressemblait plus à un sanglot. Il a dit qu'il était tombé amoureux d'une force de la nature. Pas de ça. Elle a fait un geste vers son propre corps frêle. Une enveloppe qu'elle ne reconnaissait plus. Un corps qui l'avait trahi une fois de plus. L'ironie était si épaisse. Si suffocante. Que j'ai failli m'étouffer. Il avait utilisé son désir de se sentir vivante pour l'attirer. Et au moment où une véritable crise de vie ou de mort est apparue, il avait disparu. Il voulait la fleur. Pas la terre dans laquelle elle poussait. Pas la pluie et les tempêtes qu'elle devait endurer. Il avait récolté les bénéfices de sa survie. Une bataille que je l'avais aidé à gagner. Et maintenant qu'une nouvelle guerre était déclarée, il avait déserté. Alors tu es venu ici? Ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Le dernier recours. Le port sur qu'elle avait abandonné mais dont elle s'attendait maintenant à ce qu'il attende. Ses lumières toujours allumées. Ses portes toujours ouvertes. Je ne savais pas où d'autre aller. A-t-elle murmuré?
Ses épaules s'affaissant de défaite. Ma sœur est à l'étranger jusqu'à la semaine prochaine. Mes parents. Tu sais comment ils sont. Ils s'effondreraient. Je ne pouvais juste pas être seule ce soir. Elle a regardé autour de mon appartement vide. Tu as l'air. Bien? Léo. Tu as l'air fort. Les mots se voulaient un compliment. Mais ils étaient comme une autre torsion du couteau. J'étais fort parce que j'avais été forcé de l'être. J'étais fort parce qu'elle m'avait brisé et que j'avais minutieusement recollé les morceaux de moi-même. Ma force avait été forgée dans le feu de sa trahison. Et maintenant? Elle voulait s'abriter dans sa chaleur. Une guerre faisait rage en moi. L'homme que j'étais, le mari dévoué. Le gardien me hurlait d'aider. Il me rappelait nos vœux. Les bonnes années. La femme que j'avais autrefois aimée plus que la vie elle-même. Il me chuchotait que personne, pas même elle, ne méritait d'affronter cela seul. Mais le nouvel homme, celui qui vivait dans cet appartement gris et gravissait des montagnes pour fuir ses propres fantômes, lui criait en retour. Il me rappelait ces mots dans notre chambre. Mon cancer est devenu ton grand projet. Il me rappelait les cadres photos brisés sur le sol de notre maison. Il me rappelait la solitude profonde et écrasante que j'avais endurée pendant qu'elle construisait une nouvelle vie avec un autre homme. Ce nouvel homme savait que sa survie dépendait de l'autopréservation. La laisser revenir, reprendre son combat, serait un acte d'autodestruction. Cela annulerait tout le travail douloureux des derniers mois. Ce serait se porter volontaire pour être une victime dans une guerre dans laquelle elle m'avait enrôlée, qu'elle avait désertée, puis dans laquelle elle m'avait réenrôlé lorsque son autre soldat avait fui. Qu'est-ce que tu attends de moi, Chloé? Ai-je demandé? Ma voix calme et égale. Je devais l'entendre le dire. Elle a fait un pas hésitant vers moi, les mains tendues comme en supplication. Je suis tellement désolée. Léo. Pour tout. J'ai été stupide. J'étais perdue. J'ai jeté la seule bonne chose de ma vie. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je t'en supplie. Ne me laisse pas traverser ça seule. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les 3 mots que j'avais désiré entendre pendant des mois. Mais maintenant, ils sonnaient différemment. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était un appel à l'aide. Elle avait besoin d'une fonction? Pas d'un mari. Elle avait besoin d'un gardien. Elle avait besoin que l'homme qu'elle avait rejeté reprenne son ancien poste. J'ai pensé à mes randonnées solitaires, à la sueur, à la douleur et à la paix tranquille et éventuelle au sommet. J'ai pensé aux plans sur mon bureau, aux lignes épurées et ordonnées qui promettaient un avenir nouveau et solide. J'ai pensé aux soirées calmes dans cet appartement, au silence qui n'était plus solitaire mais était devenu un compagnon confortable. C'était ma paix. Une paix que j'avais conquise de haute lutte. Et elle se tenait au milieu de tout ça. Une tempête belle et tragique, menaçant de tout démolir. J'ai regardé cette femme, cette étrangère qui portait le visage de ma femme. J'ai vu la peur dans ses yeux, la terreur mortelle et authentique de quelqu'un qui fait face à sa propre fin. Et pendant un instant, l'ancien Léo a gagné. La compassion a inondé mon système, l'emportant sur tout le reste. D'accord, ai-je dit. Le mot quittant ma bouche avant que je puisse l'arrêter. Tu peux rester ici. Pour ce soir. Le soulagement qui a envahi son visage était absolu. C'était le regard d'une personne qui se noie et à qui on vient de lancer une bouée de sauvetage. Elle a fait un autre pas et s'est effondrée contre moi. Ses sanglots se libérant enfin. De grandes vagues de chagrin et de peur qui secouaient son corps. Je suis restée là. Rigide. Pendant qu'elle pleurait contre ma poitrine.
J'ai mécaniquement levé les bras et les ai mis autour d'elle. Mais cela semblait faux. C'était comme tenir une étrangère. Mon corps accomplissait une action familière, mais mon cœur était une pierre froide et lourde dans ma poitrine. Je réconfortais la femme qui m'avait détruit. Et alors que je me tenais là, tenant les morceaux de sa vie brisée, je pouvais sentir les morceaux de mon propre monde soigneusement reconstruit commencer à se fissurer. Permettre à Chloé de rester, pour ce soir, fut comme laisser une liane prendre racine dans une fissure de fondation. Le lendemain matin, elle s'était déjà enfoncée plus profondément, menaçant toute la structure. Je me suis réveillée sur le canapé, le cou endolori, à l'odeur du café. C'était une odeur fantôme d'une vie que je ne vivais plus. Pendant une seconde désorientante, j'ai cru être de retour dans notre ancien appartement. À l'époque où lui préparer le café était le début d'une journée normale. Puis j'ai ouvert les yeux et je l'ai vue dans la petite cuisine inconnue de mon appartement. Elle portait un de mes vieux t-shirts que j'avais laissé dans un tiroir. Celui qu'elle avait l'habitude de voler pour dormir. Il flottait sur sa silhouette décharnée comme un linceul. Elle se déplaçait lentement, prudemment, comme si son propre corps était un champ de mine. Elle essayait de recréer une domesticité que nous ne partagions plus. J'ai fait du café, dit-elle en me tendant une tasse. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Mais elle essayait de sourire. C'était un fantôme de sourire. Une imitation douloureuse de la réalité. Merci, dis-je en prenant la tasse. Nous étions des étrangers jouant une pièce sur une vie que nous avions eue autrefois. Le scénario était familier, mais les acteurs étaient brisés. Les jours suivants se sont fondus en une routine sinistre et surréaliste. Elle n'est pas partie. Je n'ai pas eu le cœur de la mettre dehors. Ce n'était pas une décision que j'ai prise, mais une série de non-décisions. Chaque matin, je me réveillais avec l'intention de lui dire qu'elle devait trouver un autre endroit où aller. Et chaque soir, je me retrouvais à aller chercher ses ordonnances à la pharmacie ou à lui préparer une simple soupe qu'elle pouvait garder. J'étais retombée dans le rôle de gardien avec une facilité maladive, une mémoire musculaire. Je l'ai accompagnée à son premier rendez-vous en oncologie. C'était comme un terrible rêve de s'asseoir à nouveau dans cette salle d'attente. Les mêmes murs beiges. Les mêmes magazines démodés. Mais cette fois, le sentiment était différent. Auparavant, il y avait eu de la peur, mais elle était mêlée à un espoir féroce et uni. Maintenant, il n'y avait qu'une terreur silencieuse et pesante. Il n'y avait pas de « nous » dans ce combat. J'étais là en tant que chauffeur, preneur de notes, présence familière dans un paysage nouveau et terrifiant. L'oncologue, un nouveau médecin, était gentil mais direct. Il a exposé le plan de traitement, un régime agressif d'un nouveau type de chimiothérapie combiné à de la radiothérapie. Le but, a-t-il dit, n'était pas la guérison. Le but était palliatif. Prolonger sa vie. Gérer sa douleur. Il a utilisé des expressions comme « qualité de vie » et « profiter au maximum du temps qu'il nous reste ». Il parlait de sa mort. Chloé était assise là, absorbant les mots. Son visage une feuille de papier vierge. C'est moi qui ai posé les questions. Quels sont les effets secondaires? Quel est le calendrier? Quels sont les services de soutien disponibles? J'étais de nouveau l'architecte, essayant de construire une structure d'information autour d'une réalité insupportable. Quand le médecin a demandé quel était son système de soutien à domicile, elle m'a regardé. Léo est avec moi, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas corrigé. Dans cette pièce stérile à la lumière fluorescente, le niais aurait semblé d'une cruauté indicible. Mais en dehors de l'hôpital, les lignes étaient plus claires.
Je n'étais pas avec elle. Pas vraiment. Je l'ai ramenée à la maison. Le silence dans la voiture épais de tout ce que nous ne disions pas. Elle avait besoin de moi. Mais elle avait perdu le droit à mon amour. Je fournissais une logistique. Pas du réconfort. Mon cœur était une pièce verrouillée. Et je refusais de lui donner la clé. Cette nouvelle dynamique était une sorte d'enfer particulier. J'étais présent physiquement, mais absent émotionnellement. Je lui préparais le dîner. Et nous mangions à la petite table de mon appartement. Le silence ponctué uniquement par le cliquetis de nos couverts. Je m'assurais qu'elle prenait ses médicaments à l'heure. Mon téléphone réglé avec une douzaine d'alarmes différentes. J'écoutais ses pleurs tard dans la nuit. Causés par la douleur dans ses os. Mais je restais sur le canapé. Je n'allais pas vers elle. Je ne la prenais pas dans mes bras. C'était une limite que je devais tracer pour protéger ce qui restait de ma santé mentale. Offrir à nouveau ce niveau d'intimité serait effacer sa trahison. Prétendre que la dernière année ne s'était pas produite. Et je ne pouvais pas faire ça. Mon respect de moi-même, nouvellement et douloureusement acquis, ne le permettrait pas. Sa sœur, Sarah, est finalement revenue de son voyage. Elle m'a appelé. Sa voix a un mélange de panique et de gratitude. Léo. Merci. Merci beaucoup d'être là pour elle. J'arrive à Lyon demain. Je ne sais pas ce qu'elle aurait fait sans toi. C'est ta sœur? Ai-je dit. Ma voix plate. Bien sûr que je n'allais pas la laisser à la rue. Quand Sarah est arrivée à l'appartement, elle a jeté un coup d'œil à la situation à moi. Dormant sur le canapé, au mur invisible qui se dressait entre Chloé et moi, et elle a compris. Plus tard ce soir-là, pendant que Chloé se reposait, Sarah et moi nous sommes assis dans la cuisine. Elle avait l'air épuisée. Son visage marqué par l'inquiétude. C'est impossible, dit-elle doucement, secouant la tête. Ce qu'elle te demande. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Ai-je répondu? Le cliché sonnant creux. Non. Mais c'est différent. Léo. Elle m'a tout raconté. Sur Julien. Sur ce qu'elle t'a dit. Sarah a tendu la main à travers la table et a posé la sienne sur mon bras. Son contact était chaleureux et compatissant. Ce qu'elle a fait était impardonnable. Et maintenant? Elle débarque et s'attend à ce que tu effaces tout et que tu redeviennes son héros. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as tout à fait le droit de partir. Ces mots étaient une bouée de sauvetage. Entendre quelqu'un d'autre? Sa propre sœur? Valider mes sentiments? Ma colère? Mon droit à l'autopréservation? C'était comme une soupape de pression qui se libérait. Je ne sais pas comment partir. Ai-je avoué? L'aveu ayant un goût d'échec. Je la vois. Et elle est si malade. Si effrayée. Et une partie de moi. La partie qui a été son mari pendant 5 ans. Prend juste le dessus. C'est parce que tu es une bonne personne? A dit Sarah. Ses yeux s'emplissant de larmes. Et elle en a profité. Elle en profite maintenant. Elle a besoin d'aide? Oui. Mais elle n'a pas le droit de te détruire au passage. La chimio a commencé. La première séance l'a frappée comme un train de marchandises. C'était 100 fois pire qu'avant. Elle était violemment malade. Faible et dans un état de douleur constant. J'ai pris un congé de mon travail, disant à mon patron qu'il s'agissait d'une urgence médicale familiale. Le mensonge était amer. Nous n'étions plus une famille. Nous n'étions que 2 personnes liées par une tragédie et une histoire qui refusaient de lâcher prise. Je suis devenu un expert de sa douleur.
Je savais quel médicament fonctionnait pour la nausée et lequel pour l'agonie profonde et lancinante dans ses os. Je savais comment caler les oreillers pour lui donner le plus de soulagement. Je savais qu'elle préférait la glace pilée à l'eau. Je fonctionnais en pilote automatique. Une machine à soigner. Et à travers tout cela, elle m'observait. Ses yeux me suivaient dans le petit appartement. En eux, je voyais un mélange désespéré de gratitude, de culpabilité et d'un désir que je refusais de reconnaître. Elle essayait de parler de nous. Tu te souviens de cette fois où nous sommes allés camper au lac de Paladru? A-t-elle murmuré une nuit. Sa voix rauque à force de vomir. Il faisait si froid que nous avons dû zipper nos sacs de couchage ensemble. Tu as besoin de te reposer? Chloé. Disais-je. Ma voix douce mais ferme. Mettant fin à la conversation avant qu'elle ne puisse commencer. Le passé était un champ de mines. Je ne pouvais pas me permettre d'y mettre les pieds. Mon propre monde s'était rétréci aux 4 murs de cet appartement. Marc appelait. Sa voix pleine d'inquiétude. Ça va? Mon pote? Ce n'est pas normal. Ça. Je sais. Disais-je. En regardant la forme endormie de Chloé sur mon lit. Mais qu'est-ce que je suis censée faire? La mettre dans un taxi et lui dire bonne chance? J'étais piégée. Piégée par ma propre compassion. Par sa maladie et par le fantôme d'un vœu que j'avais fait à une femme qui n'existait plus. Mon projet de reconstruction personnelle avait été complètement abandonné. Les fondations étaient coulées. Mais maintenant une ruine toxique était en train d'être construite par-dessus. Et je fournissais moi-même les briques et le mortier. Je sacrifiais ma propre guérison pour le confort de la personne qui m'avait blessée. Et je commençais à me détester pour ça. Je commençais à la détester. Elle aussi. L'appartement, autrefois mon sanctuaire stérile, a commencé à ressembler à une prison. C'était un lieu de bruit feutré, d'air recyclé et de l'odeur omniprésente et écœurante de la maladie. Il rétrécissait chaque jour, les murs se refermant. Ma vie avait été réduite à une série d'alarmes sur mon téléphone, marquant les heures en doses de médicaments. 7 heures, antinausée. 9 heures, analgésique. 12 heures, un autre antinausée. Mon monde n'était plus mesuré en lever et coucher de soleil, mais en horaire de pilule et en rendez-vous chez le médecin. L'homme qui gravissait les montagnes semblait être un personnage de l'histoire de quelqu'un d'autre. L'architecte qui trouvait de la joie dans les lignes épurées et les structures solides était un fantôme. J'étais de nouveau Léo le soignant. Mais cette fois, le rôle était imprégné d'un poison qui s'infiltrait partout. C'était un ressentiment froid et latent qui vivait juste sous la surface de mon extérieur calme et compétent. Je lui en voulais de la façon dont elle me regardait. Avec ses grands yeux dépendants. Elle était redevenue une enfant. Et j'étais le parent. Celui qui avait toute la force. Mais son impuissance était une cage. Et son besoin était une chaîne. J'en voulais à la facilité avec laquelle Sarah pouvait aller et venir, offrant quelques heures de répit avant de retourner à sa propre vie, me laissant derrière sur la ligne de front. Par-dessus tout, j'en voulais à Chloé pour son pouvoir. Dans sa profonde faiblesse, elle était plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle contrôlait mon temps, mon espace, mes émotions. Ma vie était une fois de plus entièrement au service de sa maladie. Et la vie que j'avais commencé à construire pour moi-même était un rêve lointain et fugace. La cruauté de la situation résidait dans son intimité. Je devais la toucher. Je devais l'aider à aller aux toilettes quand elle était trop faible pour marcher. Je devais lui tenir un linge frais sur le front quand la fièvre montait. C'étaient les gestes d'un amant. D'un mari. Mais ils étaient exécutés avec l'efficacité détachée d'un infirmier. Chaque contact était un rappel de l'intimité que nous avions perdue. Chaque acte de soin était un fantôme de l'amour qui avait disparu.
Elle murmurait « Merci », sa voix fragile. Et je hochais simplement la tête, incapable de dire « de rien », parce que rien de tout cela n'était le bienvenu. Un soir, Sarah est venue pour me donner un peu de répit. « Va », dit-elle en me poussant vers la porte. « Va te promener. Prends une bière. Respire un air qui ne sent pas l'hôpital. Juste pour 1 heure. » Je suis allée au bistrot où Marc et moi avions nos habitudes. C'était étrange d'être dans le monde, parmi des gens qui riaient, se disputaient à propos de sport, vivaient leur vie normale et désordonnée. Je me suis assis au bar et j'ai commandé un demi. L'homme à côté de moi était à un rendez-vous. Il racontait une histoire, et la femme riait. Sa main posée sur son bras. C'était un moment de connexion simple et beau. Et c'était à des années-lumière de moi. J'étais un visiteur d'une autre planète. La planète de la maladie. De la mort et des vœux brisés. Quand je suis retournée à l'appartement, j'ai entendu leur voix depuis le couloir. Je me suis arrêtée devant la porte, ma main sur la poignée, et j'ai écouté. Tu ne peux pas continuer à lui faire ça. Chloé, disait Sarah. Sa voix ferme mais douce. Regarde-le. C'est un fantôme. Il ne dort pas. Il mange à peine. Il sacrifie tout pour toi. Et ça le tue. La voix de Chloé était un murmure rauque. Je sais. Chaque fois que je le regarde, je vois l'homme que j'ai détruit. Je vois la douleur dans ses yeux. Et je sais que c'est moi qui l'ai mise là. Mais j'ai si peur. Sarah. Quand il est là, je me sens en sécurité. Il sait quoi faire. Il sait toujours quoi faire. Ce n'est plus son travail, insista Sarah. Tu l'as laissé partir. Tu as choisi quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le droit de le choisir à nouveau maintenant juste parce que ça t'arrange. Juste parce que tu as peur. C'est égoïste. Tu crois que je ne le sais pas? S'est écriée Chloé. Sa voix se brisant. Tu crois que ça me plaît de le voir me regarder comme si j'étais une corvée? Comme si j'étais juste une terrible obligation à laquelle il ne peut pas échapper? Je déteste ça. Je me déteste. Mais je préférerais la voir ici. Me détestant? Plutôt que d'être seule. Est-ce si mal? L'honnêteté brute et désespérée de ces mots m'a frappé plus durement que toutes ses excuses. Je préférerais la voir ici. Me détestant? Plutôt que d'être seule. Elle ne demandait pas mon amour. Elle ne demandait pas le pardon. Elle demandait ma présence. Ma présence compétente? Pleine de ressentiment et vidée de sa substance. Elle m'utilisait comme un bouclier humain contre la terreur de faire face seule à sa propre mortalité. J'ai doucement ouvert la porte et je suis entrée. Elles se sont tues toutes les deux. Leurs visages marqués par leurs conversations difficiles. Je n'ai pas accusé réception de ce que j'avais entendu. Je suis juste allée à la cuisine. J'ai pris un verre d'eau et j'ai commencé à préparer ses médicaments du soir. La routine était mon armure. Mais leur conversation avait planté une graine. Une pensée dangereuse et libératrice. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as tout à fait le droit de partir. Les mots résonnaient dans mon esprit. Pendant des semaines, partir m'avait semblé un acte de cruauté impossible. Mais maintenant, pour la première fois, je commençais à le voir comme un acte de survie. Ma survie. Le tournant. Le moment où les plaques tectoniques de ma résolution ont finalement bougé. Est arrivé quelques jours plus tard. Il était 3 heures du matin. J'ai été tirée d'un sommeil léger et agitée sur le canapé par un bruit venant de la chambre. C'était Chloé. Criant dans son sommeil. Pas un faible gémissement.
Mais un cri aigu et terrifié. Je me suis précipitée dans la pièce. Elle se débattait, emmêlée dans les draps, les yeux grands ouverts mais sans voir. Elle faisait un cauchemar. Chloé, dis-je en secouant doucement son épaule. Chloé, réveille-toi. Tu rêves. Ses yeux se sont fixés sur moi. Fou de panique. Elle a attrapé mon bras. Sa poigne étonnamment forte. Ne me quitte pas. A-t-elle haleté. Sa voix rauque de sommeil et de peur. Il m'a quitté. Toi. Ne me quitte pas aussi. Elle ne parlait pas de moi. Dans son cauchemar, elle était de retour au moment où Julien l'avait abandonnée. Et dans sa terreur, elle me regardait. Moi. Son mari rejeté. Et voyait lui. Son amant infidèle. Elle nous avait confondus. Dans son moment le plus vulnérable. Le plus inconscient. Elle avait révélé la vérité brutale, j'étais un substitut. Un remplaçant pour l'homme qu'elle avait réellement voulu. Quelque chose en moi s'est brisé. Une rupture nette et froide. C'était l'insulte finale. L'effacement ultime de mon sacrifice. Toutes ces semaines. Tous ces soins. Toute cette abnégation est dans son subconscient. Je n'étais qu'un bouche-trou pour l'homme qui l'avait abandonné au premier signe de difficulté. J'ai retiré mon bras de sa prise. Je ne suis pas lui. Chloé. Ai-je dit. Ma voix dangereusement calme. Le brouillard de son rêve s'est dissipé. Elle m'a regardé. La compréhension naissant dans ses yeux. Suivie d'une vague de honte. Léo. Je ne voulais pas dire. Je sais ce que tu voulais dire. Ai-je dit. Ma voix plate et dépourvue de toute émotion. Rendors-toi. Je suis sortie de la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne suis pas retournée sur le canapé. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la ville endormie. Ses lumières floutées par une légère bruine. Et j'ai su, avec une certitude absolue et profonde, que c'était fini. Mon devoir était accompli. Je l'avais accompagné à travers le choc initial. Je l'avais installé dans un plan de traitement et je m'étais assuré que sa sœur était là. Mais je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais pas être l'incarnation vivante de l'échec d'un autre homme. Je ne pouvais pas m'immoler par le feu pour la garder au chaud. Surtout quand elle rêvait d'une autre flamme. Rester serait ma mort. Pas une mort rapide et spectaculaire, mais une lente érosion de l'âme. Un broyage progressif de mon esprit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille pleine de ressentiment et vide. Elle n'était pas la seule à mourir dans cet appartement. Et dans le silence froid de l'aube, j'ai finalement fait un choix. Ce n'était pas à propos d'elle. Ce n'était pas à propos de vœux, de promesses ou même de compassion. C'était à propos de moi. Je me choisissais. Moi. La décision, une fois prise, s'est installée dans ma poitrine avec un calme étrange et terrible. Ce n'était pas une victoire. C'était une amputation. Nécessaire. Vitale. Mais une perte profonde néanmoins. J'ai passé la matinée suivante à bouger avec une détermination silencieuse et délibérée. Pendant que Chloé dormait, épuisée par une nuit agitée, j'ai commencé à séparer à nouveau ma vie de la sienne. Je n'ai pas fait de sac cette fois-ci. C'était mon appartement. Je n'étais pas celui qui allait partir. Mais j'ai rassemblé les choses qui étaient vraiment les siennes, les quelques vêtements qu'elle avait apportés. Sa brosse à dents. Le roman sur la table de chevet. Je les ai placés soigneusement dans le sac de sport avec lequel elle était arrivée. C'était un acte de division silencieux et final. Puis je me suis assis à la petite table de la cuisine avec un stylo et un bloc-notes. Un SMS semblait trop lâche.
Une conversation en face à face aurait été un champ de mines de larmes et de culpabilité que je savais ne pas être assez fort pour naviguer. Les mots sur le papier semblaient justes. Ils étaient permanents. Indiscutables. Ils pouvaient être lus et relus. Longtemps après mon départ. Ma main tremblait alors que je commençais à écrire. Que dit-on à la femme qu'on a autrefois aimée plus que la vie elle-même? La femme qui vous a brisé? Et la femme qui est maintenant en train de mourir? Il n'y a pas d'étiquette pour une lettre comme celle-ci. J'ai commencé. Et les mots sont venus. Non pas avec colère, mais avec une tristesse profonde et douloureuse. Chloé. Je ne sais pas comment commencer ceci. Ni comment le finir. Je sais juste que je ne peux plus faire ça. Pendant des semaines, j'ai essayé d'être l'homme dont tu avais besoin. L'homme que j'étais autrefois. Mais il n'est plus là. Toi et le cancer. Vous l'avez pris tous les deux. Morceau par morceau. Et je ne sais pas comment le retrouver. La nuit dernière, tu as appelé son nom dans ton sommeil. Et à ce moment-là, j'ai compris. Je ne suis pas l'homme que tu veux à tes côtés. Je suis juste l'homme qui est prêt à être là. Je suis un pansement sur une blessure, pas un remède. Et ma présence ici est construite sur une fondation de ressentiment et de douleur qui n'est juste pour aucun de nous deux. Elle fait de tes derniers jours un tourment silencieux. Et elle détruit le peu qui reste de moi. Je dois me sauver. Je crois que, pour la première fois depuis très longtemps, je me choisis enfin. Moi. J'accepte enfin que je ne peux pas être ton héros. Je ne peux pas réparer ça. Rester ici. Te voir souffrir. Et savoir que mes soins ne sont qu'une fonction. Une obligation. C'est un lent suicide de l'esprit. Je t'écris ceci parce que j'ai besoin que tu comprennes. Ce n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de survie. Je te pardonne, Chloé. Je te pardonne de m'avoir brisé le cœur, d'avoir trahi ma confiance, de m'avoir fait sentir que mon amour était un fardeau. Je te pardonne parce que je ne peux plus porter cette colère avec moi. Elle est trop lourde. Et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi de ne pas être assez fort pour aller jusqu'au bout. Pardonne-moi de te quitter. Pardonne-moi de me sauver moi-même au lieu de toi. Sarah prendra soin de toi. Elle t'aime. J'ai déjà parlé à mon avocat. L'argent de la vente de l'appartement est à toi. La totalité. Utilise-le pour tes soins. Engage une infirmière. Rends-toi aussi confortable que possible. Considère cela comme le dernier paiement d'une dette que je ne dois plus. J'espère que tu trouveras un peu de paix dans le temps qu'il te reste. Je l'espère sincèrement. Adieu. Léo. Des larmes sont tombées sur la page pendant que j'écrivais, brouillant certains mots. J'ai plié le papier, l'ai glissé dans une enveloppe et j'ai écrit son nom sur le devant. Je l'ai laissé sur l'oreiller à côté de sa forme endormie. Son visage, dans le sommeil, semblait paisible. Presque comme celui de la femme que j'avais épousée. C'était un visage que je devais oublier si je voulais un jour vivre. J'ai appelé Sarah. Je pars. Dis-je. La voix rauque. Je ne peux plus le faire. La lettre explique tout. Elle ne peut pas rester seule. Peux-tu venir maintenant? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis juste un doux et compréhensif « oui ». J'arrive. Je suis sortie de l'appartement sans regarder en arrière. Je n'ai rien emporté avec moi. Je suis juste montée dans ma voiture. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. J'ai roulé vers l'est. Loin de la ville. Loin de la pluie. Vers le soleil levant. Les premières heures ont été un flou d'autoroute et de stations-service. Mon esprit était un vide rugissant.
Vide et bruyant à la fois. Le calme que j'avais ressenti dans l'appartement s'était brisé. Et à sa place se trouvait un raz-de-marée de culpabilité, de chagrin, et une liberté terrifiante et exaltante. J'étais un navire détaché de son ancre au milieu d'une tempête. J'ai conduit jusqu'à ce que le paysage change. Jusqu'à ce que la familiarité verte et luxuriante de la région lyonnaise cède la place aux vastes plaines de la Bourgogne. Immense et vide sous un ciel bleu éclatant. J'ai trouvé un motel bon marché dans une petite ville oubliée. Je me suis enregistrée. Je suis entrée dans la chambre anonyme et je me suis effondrée sur le lit. Et pour la première fois, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré pour l'homme que j'étais. Le mari plein d'espoir et d'amour qui croyait à l'éternité. J'ai pleuré pour la femme qu'avait été Chloé. L'artiste vibrante et rieuse qui avait conquis mon cœur. J'ai pleuré pour la vie que nous étions censés avoir. Celle remplie de voyages à Paris et de vieillir ensemble. Et j'ai pleuré pour la femme malade et brisée que je venais d'abandonner. Qui faisait face à la fin de sa vie seule. C'était une tempête de chagrin que j'avais retenue pendant 2 ans. Et elle m'a laissé vidée. Épuisée et étrangement purifiée. Je suis restée dans cette petite ville pendant 1 semaine. J'ai marché dans les rues poussiéreuses. J'ai mangé au café du coin. Je n'ai parlé à personne. J'ai simplement existé. J'apprenais à respirer à nouveau. À être seule sans être solitaire. J'apprenais à vivre dans l'espace calme que je m'étais créé. Un après-midi. Mon téléphone a sonné. C'était Marc. Je prends juste des nouvelles, a-t-il dit. Sarah m'a dit que tu étais partie. Ça va? Je ne sais pas. Ai-je dit honnêtement. Mais je pense que ça ira. Bien? A-t-il dit. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Nous sommes restés silencieux un moment. Tu sais. Ai-je commencé? Incapable de finir la phrase. Marc savait ce que je demandais. Sarah est avec elle. A-t-il dit doucement. Elle est dans une unité de soins palliatifs maintenant. Un bon endroit. Avec vue sur un jardin. Elle ne souffre pas. Elle est confortable. Confortable. Le mot flottait dans l'air. C'était le mieux que l'on pouvait espérer maintenant. J'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas de la culpabilité, mais une douleur profonde et mélancolique. Elle a reçu ta lettre, a ajouté Marc. Sarah a dit qu'elle l'a lu et relu. Elle a dit à Sarah. Elle lui a dit qu'elle comprenait. Ces mots étaient un cadeau. Une libération. Une absolution que je ne savais pas que j'attendais. Elle comprenait. Quelques semaines plus tard, j'étais dans un café dans une ville des Alpes, dessinant les montagnes dans un carnet, quand l'appel de Sarah est arrivé. Sa voix était calme, lourde de larmes. Elle est partie. Léo. C'était paisible. Elle s'est juste endormie. J'ai fermé les yeux. C'était fini. Le combat. La douleur. La longue et tragique histoire. Tout avait pris fin. J'ai remercié Sarah. Ma propre voix épaisse d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était pas de la tristesse? Pas exactement. C'était juste la finalité. Un chapitre. Un volume entier de ma vie venait de se clore. J'ai quitté le café et j'ai conduit vers les montagnes. J'ai garé la voiture et j'ai commencé à marcher, suivant un sentier qui menait vers une crête. L'air était vif, froid et pur. Quand j'ai atteint le sommet, le monde s'est étendu devant moi. Un panorama a coupé le souffle de sommets enneigés et de ciel infini. J'ai pensé à Chloé. J'ai pensé à la promesse brisée de notre amour. J'ai pensé à sa trahison. Et à mon abandon.
C'était une histoire d'échec? Une tragédie sans héros? Seulement des survivants. Mais debout là, sur cette montagne, je ne me sentais pas comme un échec. Je me sentais comme un homme qui avait traversé un incendie et en était sorti de l'autre côté. Marqué et changé. Mais entier. J'avais fait un choix impossible. J'avais choisi de vivre. La route devant moi était inconnue. Je ne savais pas où j'irais, ni qui je deviendrais. Mais pour la première fois depuis que j'avais jeté cette bague dans l'obscurité pluvieuse, j'ai senti une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. L'histoire de Léo et Chloé était terminée. Mais l'histoire de Léo ne faisait que commencer. Et alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dorées à travers la vallée, j'ai tourné mon visage vers la lumière et j'ai fait mon premier pas en avant. Seul. Et libre. 1 an a passé. Puis 2. Le temps, comme l'eau, trouve toujours un chemin, contournant les obstacles de la mémoire, polissant les arêtes vives du chagrin jusqu'à ce qu'elles deviennent lisses, supportables au toucher. Je n'ai pas oublié. On n'oublie jamais une chose pareille. Mais j'ai appris à vivre avec le fantôme. Il ne hantait plus chaque pièce. Il était devenu un voisin silencieux. Une présence que je reconnaissais d'un signe de tête avant de continuer mon chemin. Je ne suis jamais retournée à Lyon. La ville était une carte de nos souvenirs. Et je n'avais aucune envie de la parcourir à nouveau. J'ai déménagé à Grenoble. Une ville nichée au pied des montagnes. Un rappel constant de l'endroit où j'avais commencé à respirer à nouveau. J'ai trouvé un poste dans un petit cabinet d'architecture qui se spécialisait dans les constructions écologiques et durables. Le travail était différent. Moins de projets grandioses et d'ego. Plus de sens. Nous construisions des maisons qui s'intégraient à la nature. Pas qui la dominaient. Des structures conçues pour durer. Pour respirer. J'aimais ça. C'était un travail honnête. Ma vie était devenue simple. Mon appartement donnait sur la chaîne de Belledonne. Et chaque matin, je prenais mon café en regardant le soleil illuminer les sommets. Les week-ends, je partais en randonnée. La montagne était devenue mon église. Mon thérapeute. Mon amie silencieuse. L'effort physique était un baume. Le silence des hauteurs une méditation. Là-haut, mes problèmes semblaient insignifiants. Et mon histoire, si tragique et complexe, n'était qu'un fil minuscule dans la tapisserie immense du monde. Parfois, la douleur revenait. Une chanson à la radio. Une femme aux cheveux blonds coupés courts. Le parfum de citron et de thym venant de la cuisine d'un voisin. C'étaient de petites embuscades du passé. De brèves et vives piqûres qui me rappelaient la profondeur de la cicatrice. Mais elles ne me terrassaient plus. Je les reconnaissais. Je laissais la vague de tristesse me traverser. Puis je la laissais repartir. Marc est venu me rendre visite un automne. Nous nous sommes assis sur mon balcon. Buvant une bière locale alors que le soleil couchant peignait les montagnes en rose et orange. Tu as l'air bien, Léo, m'a-t-il dit, me regardant attentivement. Vraiment bien. Apaisé. J'ai haussé les épaules. Je suis calme. Je ne sais pas si c'est la même chose. Non. C'est mieux. A-t-il insisté. Avant. Même quand tout allait bien avec Chloé. Il y avait toujours une sorte de tension en toi. Comme si tu essayais constamment de tout maintenir en place. Maintenant. Tu es juste là. Présent. Il avait raison. J'avais passé des années à essayer de construire des murs pour protéger notre bonheur. Puis à essayer de réparer des fondations qui s'effondraient. Maintenant, il n'y avait plus rien à protéger ou à réparer.
Il n'y avait que moi. Et le simple fait d'exister. C'était une liberté étrange et nouvelle. Parfois, je pense à elle. Ai-je avoué? Les mots sortant plus facilement que je ne l'aurais cru. Je me demande si les choses auraient pu être différentes. Si j'avais fait quelque chose différemment. Tu te poseras cette question toute ta vie, a dit Marc doucement. Mais tu as fait ce que tu pouvais. Avec l'amour que tu avais. Ce n'était pas de ta faute si son amour à elle s'est brisé en cours de route. Et ce n'était pas de ta faute si tu as dû te sauver à la fin. Nous avons bu en silence pendant un moment, regardant la nuit tomber sur la vallée. Son amitié avait été mon ancre. Sans lui, je me serais peut-être noyée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? M'a-t-il demandé. La question flottait dans l'air frais du soir. Je n'avais pas de plan. Pour la première fois de ma vie d'architecte, je n'avais pas de plan directeur. J'improvisais. Le printemps suivant, pour le 3e anniversaire de sa mort, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai pris un train pour Paris. Le voyage était surréaliste. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant la campagne française défiler. Je pensais à notre promesse. Le croissant au beurre, le champagne au petit déjeuner. Moi la portant sur mon dos à Montmartre. C'était le rêve d'un autre homme, d'une autre vie. Paris m'a accueilli avec son chaos familier et sa beauté indifférente. J'ai marché pendant des heures, sans but, me laissant guider par les rues. Je suis passé devant des galeries d'art et j'ai pensé à son Leica. À la façon dont ses yeux voyaient le monde. J'ai longé la Seine, regardant les amoureux s'embrasser sur les ponts. Et je n'ai ressenti aucune amertume. Juste une douce mélancolie. Je me suis assis à la terrasse d'un café dans le Marais. J'ai commandé un café crème et j'ai sorti mon carnet de croquis. C'était quelque chose que j'avais recommencé à faire. Pas des plans techniques, mais des dessins. Des observations. Le visage d'un vieil homme lisant son journal. La façon dont la lumière tombait sur une porte cochère. La courbe d'un toit en ardoise. Je n'ai pas mangé de croissant. Je n'ai pas bu de champagne. Ce n'était pas sa célébration. C'était mon pèlerinage silencieux. Un moyen de faire face au fantôme de ce qui aurait dû être. Et de l'accepter pour ce qu'il était, juste un fantôme. Alors que j'étais assis là. Le bruit de la ville bourdonnant autour de moi. J'ai réalisé quelque chose. Mon projet de survie n'était pas terminé le jour où j'avais quitté cet appartement. Il ne s'agissait pas seulement de s'échapper. Il s'agissait de reconstruire. Brique par brique. Randonnée par randonnée. Dessin par dessin. Construire une nouvelle structure sur les ruines de l'ancienne. Une structure plus petite. Peut-être. Et certainement moins parfaite. Mais elle était forte. Et elle était à moi. J'ai regardé les gens qui passaient. Chacun avec sa propre histoire. Sa propre joie. Son propre chagrin invisible. J'étais l'un d'entre eux maintenant. Pas un héros. Pas une victime. Juste un homme avec un passé. Assis à un café. Dessinant le monde tel qu'il le voyait. J'ai levé les yeux de mon carnet. Vers le ciel parisien d'un gris perle. Un léger sourire a touché mes lèvres. L'histoire de Léo et Chloé était terminée. Une tragédie d'amour, de maladie et de survie. Mais l'histoire de Léo, l'architecte qui apprenait à vivre sans plan, ne faisait que commencer. Et pour la première fois, l'avenir ne ressemblait pas à un vide à craindre, mais à une page blanche qui attendait d'être dessinée.